Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous jusqu'à midi, comme tous les jours, avec aujourd'hui Lucas Véran, bonjour, étudiant en droit et adjoint au maire de Neuilly. Gaëtan Dussaucet, membre du Conseil national du Rassemblement national, bonjour. Bonjour. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barœul, et vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste, bonjour. Et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Comme tous les jours, eh bien, nous allons commenter l'actualité. Le chômage baisse. Merci Macron, point d'interrogation. Faut-il faire payer les non-vaccinés à l'hôpital comme le suggère Martin Hirsch? C'était hier soir. Et puis la course au parrainage commence aujourd'hui. Mais comme tous les jours, le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Voilà, Valérie. Attendez, votre micro n'était pas... Ah, c'était pas ouvert ? Oui, non, je vous entendais pas, donc Gilles Gansman, donc voilà, on vous entend. Allez, on y retourne. Deuxième. Voilà, top, clap. Voilà, France Inter a voulu se la jouer jeune 2.0 quand le service public se la joue brut au TikTok. Ça plaît pas aux syndicats qui sont vent debout contre la vidéo de France Inter, alors qui rendrait sympathique Marine Le Pen, car elle parle de son chat, de son papa et de ses premières fois. La première personne que vous appelez si vous êtes élu? Mon père. J'espère qu'il ne sera pas présent parce que ça m'évitera qu'il me tanne pendant toute la soirée. Première pensée si vous êtes élu le 24 avril. Au boulot. Première mesure que vous allez prendre si vous êtes élu. Je pense que ce sera le paquet des mesures pour les jeunes, parce que c'est, à mon sens, quelque chose de très urgent. Le temps de faire voter mon référendum, vous savez, sur l'immigration. Et votre premier déplacement à l'étranger? Bruxelles. Je vais aller leur dire des choses qu'ils ne seront pas très contents d'entendre. Et si on parlait de votre premier chat? Extrêmement ancien. J'ai toujours vécu en fait avec des chats. Oui, je suis éleveuse de chats professionnelle. Oui, je suis agricultrice en quelque sorte, parce que je dépends du ministère de l'Agriculture en étant éleveuse de chats. Oui, quand France Inter fait du TikTok. Oui, mais ça, c'est le drame à France Inter. Vous n'êtes pas rendu compte, ils sont au bord de la grève, là, France Inter. Il y a la SDJ, la Société des journalistes, oui, qui sont vent debout contre cette capsule qui est proposée à tous les candidats. Je vous ai fait la voix du synthé, oui, évidemment. Vous avez fait la voix du synthé, mais c'est vrai que ça, vous avez suivi, évidemment, oui, j'imagine, que ça ne plaît pas, Gaëtan Dussaucet, à France Inter, qu'on puisse présenter Marine Le Pen sous un jour sympathique. Sympathique, oui, évidemment, parce qu'elle l'est en fait très naturellement et elle ne surjoue pas. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que personne à France Inter ou parmi la SDJ, la Société des journalistes, ne s'en était indigné, notamment quand ils avaient fait le même modèle, le même format avec Anne Hidalgo. Peut-être aussi parce qu'Anne Hidalgo était moins à l'aise, moins voilà. C'est-à-dire qu'après, on peut évidemment ne pas adhérer du tout aux idées de Marine Le Pen, mais ne pas pour autant avoir cette façon très sectaire d'interdire la parole. Je vois Christiane Taubira qui dit « Je ne débattrai pas avec avec Éric Zemmour, je ne suis pas psychothérapeute ». C'est exactement ça, le mot est très bien choisi, c'est le mot de sectaire. Et d'ailleurs, en plus, je trouve que c'est vraiment une irresponsabilité, aussi bien de la part des politiques, et d'autant plus de la part des politiques que de la part d'un certain nombre aussi de journalistes, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'on voit bien qu'on a quand même un climat actuel avec une abstention qui monte, avec des conflits et une société qui devient de plus en plus conflictuelle. Et si on se refuse dans ces moments-là en fait de se parler, d'échanger et de dialoguer, évidemment on ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Donc je pense qu'on a au contraire beaucoup plus besoin de débat et d'oxygénation démocratique. Je crois que je vous ai spoilé, Gilles. Non. Allez, Alexandre Langlois. Allez, vous ne connaissez pas Alexandre Langlois? Il se présente à la présidentielle. Il a fait un meeting devant 20 personnes. Oui, il veut devenir président et BFM a enquêté sur... C'est le policier de Vigie, c'est ça? Oui, ouais. BFM a enquêté sur ces petits candidats qui se présentent. Allez, Alexandre Langlois. La campagne est encore un peu timide, mais Alexandre Langlois y croit. Ce samedi après-midi, il est venu présenter son programme devant une vingtaine de sympathisants qui le verraient bien président. Aujourd'hui, il faut remettre de la démocratie. Car Alexandre Langlois, 39 ans, policier et candidat à l'élection présidentielle. La démocratie nécessite des citoyens. Le contexte actuel, il y avait une offre politique qui ne me satisfaisait pas. J'ai choisi de m'engager et de proposer une alternative à ce qui était proposé. Je pense avoir les épaules pour faire ça. Les réunions se déroulent ici, dans le cabinet d'avocat de son directeur de campagne. Et le gros défi, c'est surtout la course au parrainage.
On a une 50aine de parrainages pour le moment, à savoir que les premiers ont été les plus difficiles à obtenir et qu'après il y a un effet boule de neige où les élus se parlent entre eux en disant tiens, on pourrait parrainer quelqu'un d'autre. Oui, 50 parrainages, bravo Alex. Et pour finir, coucou, c'est Ségolène Royal. Bon, il y avait François Hollande qui réfléchit, puis elle aussi maintenant, Ségolène Royal. Vous savez, chez ces gens-là, on est opportuniste, madame. Il faut sortir du feuilleton. L'élection présidentielle, il faudrait monter quand même d'un cran à gauche, en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'ils se réunissent pas à un moment? Je veux dire, c'est qui les différents candidats les ensembles des candidats, des leaders, vous voyez, il faudrait voir un effort collectif maintenant de rassemblement, de sérieux, de proposition, de visibilité, de respect des électeurs. C'est ça qu'on voit pas. La difficulté initiale, c'est l'absence de primaire. Regardez, la droite est en ordre de marche parce qu'ils ont fait l'effort de faire cette primaire. Une compétition loyale, transparente, devant les citoyens, dans le cadre d'une primaire. Et oui, elle rêve d'être dans la primaire, Ségolène. Ça vous fait réagir, Baptiste, ce que dit Ségolène Royal? Je vous ai vu faire les gros yeux, Baptiste Ménard. Là où Ségolène Royal n'a pas tort, c'est qu'effectivement, il faut que la gauche arrête de se parler à elle-même et qu'elle parle aux Français, car dans le cadre de l'élection présidentielle, il est temps maintenant de parler de nos propositions. Donc là-dessus, je ne lui donne pas tort. Voilà. Mais la campagne n'a pas démarré. Non, la campagne n'a pas démarré. On va se retrouver dans un tout petit instant, puis vous pourrez réagir au son de Gilles Ganzon, puis on va revenir sur ce qu'on disait à propos de Marine Le Pen, et on va parler de Christiane Taubira qui refuse, elle, d'être face à Éric Zemmour. Est-ce que vous le comprenez? On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité avec Lucas Véran, étudiant adjoint au maire de Neuilly, Gaëtan Dussaucet, membre du Conseil national du Rassemblement national, Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barœul et membre du bureau national du PS, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Faut-il faire payer les non-vaccinés à l'hôpital? C'est ce qu'a évoqué hier Martin Hirsch. Provocation, coup de com', qu'en pensez-vous? Le chômage baisse, et il baisse de façon plutôt importante, donc réussite pour Emmanuel Macron. Et puis la course au parrainage qui commence aujourd'hui. Puis on va parler quand même, on va revenir sur ce que Gilles évoquait dans le zapping sur la bronca à France Inter à propos d'une vidéo qui rendrait Marine Le Pen sympathique. On va en reparler avec vous. Commençons peut-être avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Lucas Véran, peut-être avec vous, c'était hier soir? Tout à fait, un coup de cœur pour l'initiative médiatique d'LCI qui a organisé un débat entre 8 responsables jeunes de campagne. Et je trouve que dans un univers où finalement, c'est vrai que le dégagisme revient souvent, on a du mal à voir un peu le souffle, le renouvellement, les aspirations des candidats. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil organisé de la part d'LCI que de donner la parole à 8 responsables jeunes sur finalement pourquoi, les raisons qui les amenaient à soutenir tel ou tel candidat. Ça donne quand même une image comme quoi la jeunesse n'est pas apathique face au débat qui s'annonce, face aux grands enjeux. Et ça, d'ailleurs, vous en avez l'incarnation sur ce plateau, Valérie. Oui, on a 3 jeunes. Michel, exactement. Michel Taube, vous êtes le doyen. On peut l'inclure. Voilà. La jeunesse. Mon Dieu. Ouais. Et donc, franchement, écoutez les jeunes, je dis ça à l'ensemble des candidats, mais comme à l'ensemble des Français, ils ont parfois une maturité et des vraies propositions, pas seulement sur leur sujet, mais sur l'ensemble des thématiques et des enjeux auxquels sont confrontés les Français. Et je trouve que c'est dans un univers où finalement on manque d'optimisme sur le lien entre démocratie et les Français, ça peut être peut-être une sortie par le haut que de redonner la parole à la jeunesse. Oui, Michel. Michel Taube. Alors d'abord, moi je me sens très très jeune, même si je suis peut-être le plus âgé d'entre vous. La deuxième chose, c'est que c'est une très bonne initiative effectivement que les médias mettent en avant les jeunes. Après, il faut quand même se dire plusieurs choses. Le candidat le plus jeune aujourd'hui à l'élection présidentielle, il s'appelle Emmanuel Macron. Et je ne sais pas si la qualité de jeune, si la jeunesse ou le jeunisme, pour prendre un terme qu'on entend parfois, est en soi, je veux dire, une qualité. Et puis surtout, les jeunes, certes, ils s'abstiennent énormément. Les taux d'abstention sont considérables chez les jeunes. Mais lorsqu'ils votent, ils votent pour qui ?
d'après toutes les études, ils votent plutôt à l'extrême droite. Ah, ils votent pour Macron aussi, beaucoup. Ils votent Macron et Marine Le Pen, c'est ce que nous disait Frédéric Dabi cette semaine quand il était là. Frédéric Dabi qui a écrit un très bon bouquin d'ailleurs sur les jeunes. Sur la fracture, mais c'est vrai que j'étais assez étonné de ce qu'il nous disait cette semaine, c'est-à-dire que les jeunes votent Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Voilà. 4% je crois pour Valérie Pécresse, malheureusement. Et donc voilà, donc c'est bien de mettre en avant les jeunes, mais c'est vrai que voilà, c'était une précision que je voulais apporter. Oui. Est-ce que je peux réagir sur ce que disait Michel? Parce que oui, bien sûr, il ne faut pas faire de jeunisme. Néanmoins, c'est pas la même chose que le président de la République qui a 45 ans et cette génération de personnalités qui ont 20 ans et qui, surtout dans le contexte de la crise Covid, il faut bien avoir à l'esprit qu'ils ont consenti d'énormes sacrifices finalement pour le plus grand nombre et que peut-être parfois on ne leur a pas assez donné la parole sur la perception de ce qu'ils traversaient. Objectivement, il n'y avait aucun risque pour eux que le Covid atteigne finalement leur santé. Ils se sont imposés de nombreux sacrifices, parfois certains mois ont dérapé, mais il est intéressant dans ce monde un peu d'après-Covid, de reconstruction, de nouvelles perceptions, quand même de prendre en conscience leurs paroles parce que c'est les forces vives de la nation, ceux qui permettent la garantie, la pérennité du système de retraite à l'avenir par le fruit de leur travail, ceux qui vont être les innovations de demain, ceux qui vont construire l'école de demain. Donc bien évidemment qu'il ne faut pas faire comme si ils étaient accessoires dans la construction de notre futur à tous. Oui. Baptiste Ménard, c'est un coup de gueule, c'est un coup de tristesse. Oui, coup de gueule, coup de tristesse sur les conditions de la mort du photographe René Robert. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ainsi donc, dans notre pays, dans les rues de notre capitale, on laisse mourir une personne. René Robert est resté plus de 9 heures, je ne sais pas si on se rend compte, 9 heures, inerte, sans que personne ne juge utile de s'arrêter, d'aller à sa rencontre ou même d'appeler les secours. Donc moi je fais vraiment ce coup de gueule pour dire que en fait au final dans notre pays on crève de deux choses, on crève de l'indifférence et on crève de l'individualisme et je trouvais vraiment que ce drame-là le rappelle malheureusement. Oui, et que personne ne se soit arrêté. Et c'est un SDF qui a donné l'alerte. Effectivement, c'est absolument tragique. Mais on voit, quand on arrive ici à Sud Radio, il y a des gens qui dorment à côté, par terre, sur la bouche de métro, et on ne s'arrête pas pour aller voir. Mais il faut commencer à regarder un petit peu autour de soi ce qui peut se passer. Vous avez entendu parler les uns les autres de cette histoire? Non, pour le coup, je la découvre ce matin, donc vraiment, je vous remercie de la porter sur l'antenne. C'est, en fait, vous l'avez dit, c'est un peu symptomatique d'une société dans laquelle on ne regarde plus que soi, où on a un peu la crainte d'aller vers l'autre, parce que aussi la société est devenue a priori plus dangereuse, plus criminogène. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu, et je leur en veux pas, parce qu'évidemment, le premier rôle d'un parent, c'est de se soucier de la sécurité de son enfant et du bien-être de son enfant, mais le nombre de fois où j'ai entendu mes parents me dire quand il y a un problème, ne t'en mêle pas, n'y va pas, parce que c'est toi qui risques d'en ressortir ensuite avec un coup de couteau mal placé ou j'en sais rien. Tout ça fait que évidemment, on a peur d'aller vers l'autre et ça en arrive à des absurdités comme celle-là qui sont horribles. Horribles, c'est pas les premières fois qu'on a eu ce genre d'image, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne les voyait pas forcément au cœur de la capitale. C'est peut-être ce qui a changé d'ailleurs. C'était plutôt des images qui tournaient notamment sur le net et que l'on voyait dans des sociétés plus occidentales comme les États-Unis ou la Chine, qui avaient déjà passé un cap, on va dire, en termes de triomphe de l'individualisme et du nombrilisme dans notre société. Ça montre vraiment que la France n'a pas pris un bon tournant, malheureusement. Fathia Agag-Boujalad, que vous connaissez certainement, qui est essayiste, qui tweetait hier: dans le tram, 3 jeunes emmerdent un autre jeune, personne ne bouge, j'interviens, je déplace le jeune et je leur tape un bordel. Elle s'exprime comme ça. Un des 3 était très agressif, j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce qu'il descende en me faisant des doigts d'honneur. Le pire, en fait, c'est que pendant la scène, personne n'est intervenu, juste un homme s'est levé pour dire à un des jeunes de mettre son masque sur le nez. Voilà, pays de grande lâcheté. C'est-à-dire qu'elle, c'est une femme, elle s'est levée, elle a osé le faire, elle est courageuse. Je suis pas sûre non plus que je l'aurais fait à sa place, mais vous soulevez. Oui, qui voulait intervenir, Michel? Non, mais c'est alors pardon, j'ai entendu. C'est Lucas qui voulait dire quelque chose. Oui, tout à fait. Non, moi je mettrais aussi parce que je trouve que ce sentiment que vous décriviez très bien, Baptiste,
finalement d'indifférence, je trouve qu'il est très corrélé au phénomène métropolitain. C'est dans le sens où Patrick Buisson d'ailleurs l'explique un peu dans un de ses ouvrages. Avant, à Paris, dans son Paris à lui, les années 60, finalement, dans quelques rues, tout le monde se connaissait, tout le monde connaît le prénom de l'autre. Il y avait une socialité qui était accolée finalement à la socialité des petites villes moyennes, des villages où les gens se connaissent, prennent des informations, des renseignements sur les uns les autres, demandent des nouvelles. Et aujourd'hui, il y a eu un tel phénomène d'accroissement de la densité de la population sur 1 mètre carré que finalement on est entouré de beaucoup de monde, mais on se retrouve seul face à soi. Et c'est le problème, à mon avis, de l'impasse métropolitaine, impasse à la fois écologique en ce qu'elle provoque et alimente les îlots de chaleur, impasse en ce qu'elle crée de l'insécurité par une densité de population. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit, que plus on créera des montagnes comme ça avec métropolitaines, et on videra les villes moyennes où finalement à des échelles humaines, il peut y avoir de l'attention portée à l'autre, plus la France accélérera ce phénomène que vous décrivez. Alors, Gaëtan Dussaucet, coup de gueule ? Oui, en fait, c'est à la fois un mélange de coup de gueule et de coup de cœur. Alors, coup de gueule avant tout sur le fond de la mesure, ça va à l'encontre du candidat, donc Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts, qui a annoncé, donc je crois il y a maintenant 24 heures, 48 heures, qu'il voulait mettre au milieu du débat la proposition de baisser la limitation de vitesse sur les axes autoroutiers, sur les autoroutes, de 130 km/h à 120 km/h. Alors c'est avant tout un coup de gueule parce que je me dis, en fait, on retrouve cette vieille tradition des élus d'Europe Écologie Les Verts qui, à chaque fois que l'on parle d'écologie, et parfois même à juste titre, puisque évidemment la question climatique est une question quand même fondamentale, eh bien, ils trouvent des solutions qui consistent à aller, pour faire une sorte de pastiche du président de la République, à aller emmerder tout le monde, et à s'en prendre à tous ceux finalement qui ont besoin de leur voiture et sans s'attaquer aux véritables causes que sont par exemple les traités de libre-échange, la mondialisation exacerbée, etc., qui évidemment est responsable de beaucoup plus de pollution dans notre pays et à travers le monde que ne l'est la France, qui, je le rappelle, notamment en matière d'émissions de carbone, est une très bonne élève, notamment au sein de l'Union européenne et des pays de l'OCDE. Mais c'est en même temps à la fois un petit coup de cœur, parce que du coup je me dis, d'habitude en campagne électorale, on a quand même tendance à entendre des candidats qui vont plutôt promettre des choses que tout le monde a envie d'entendre, qui vont aller sur des mesures et des propositions qui sont, qui font qui trouvent un consensus un peu plus naturel au sein de la population. Et là, je suis du coup assez satisfait de voir qu'il y a un candidat qui n'a pas peur de se mettre à dos peut-être 98% de la population française en proposant des mesures qui sera évidemment rejetées unanimement, et c'est tant mieux. Mais bon, il s'inscrit dans la droite ligne qui avait été celle notamment du gouvernement lorsqu'il avait décidé de faire baisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. Mais peut-être pas 98%. Le problème de cette proposition que je découvre du coup, c'est que c'est toujours le même problème. En tout cas, nous les socialistes, on est attachés à ça, à ce que la transition écologique ne se fasse pas sans la justice sociale. Et effectivement, quand on s'attaque, quand on prend une mesure comme ça qui peut paraître spontanément, on peut plutôt être favorable à cette mesure, il faut vraiment mesurer les conséquences que ça peut avoir, en particulier pour celles et ceux qui ont besoin de prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler, qui sont dans les milieux ruraux et qui doivent gagner la métropole ou les villes-centres pour aller travailler. Et moi, je ne souhaite pas que écologie rime avec injustice pour ces gens-là qui ont besoin de leur voiture, encore une fois. Donc, rouler à 120, c'est une injustice. Mais non, mais quand on fait, par exemple, sur le périph' qu'on réduit de 90 à 70, on allonge la durée pour aller travailler. Ça tient pas la route, votre truc. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Et c'est d'ailleurs cette même colère-là qui avait justifié les gilets jaunes. Mais si, c'est les mesures qui concernent. Je crois, franchement, j'avais étudié un petit peu les choses justement à propos des excès de vitesse, etc. C'est que le point à l'arrivée, la réduction vous fait perdre très peu de temps au final. Non, c'est pas ce que le problème, c'est pas tant le temps de trajet, c'est le fait que... Mais dans le quotidien, malheureusement, ça n'est pas le cas. Il faut investir massivement sur les transports collectifs. Baptiste, le véritable problème, plus que le temps de trajet, c'est que déjà, je trouve que c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu qui est l'enjeu climatique et environnemental. Ça, c'est autre chose. Et deuxièmement, surtout, c'est qu'en réalité, ça devient ensuite un gagne-pain. On fait des automobilistes des véritables vaches
chalet, parce que pour respecter la limitation de vitesse de 120 km/h, moi j'en parlais hier sur un autre plateau avec un des porte-parole de Yannick Jadot. Bon, il se trouve que lui n'avait pas le permis. Et je lui disais, écoute, passe-le et tu verras que parfois 130 km/h, c'est même pour certains un peu lent. Des gens qui conduisent bien, qui se mettent pas forcément en danger ou quoi que ce soit. Et donc, si vous voulez avoir comme ça quelque chose qui, en définitive, la seule conséquence que ça aura, c'est de faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Bon, il y a un moment donné, ça commence à bien faire. Bon, Michel Taube. Oui, on va pas refaire. Moi non plus, je suis pas du tout d'accord, mais bon, Michel Taube, allez-y. Alors moi, c'est un coup de cœur. Pour une fois, une mesure gouvernementale que je salue, puisque on a appris ce matin en fait que à partir de mars, il sera obligatoire d'afficher l'origine des viandes. Dans les cantines scolaires, dans les restaurants, donc dans tous les lieux de restauration hors domicile. Et c'est une vraie avancée en termes d'information du consommateur. Et donc, on pourra plus facilement savoir quelle est l'origine. Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est ukrainienne? Est-ce qu'elle est brésilienne ou d'ailleurs? Et en termes, encore une fois, de transparence et de bonne bouffe et de qualité de ce que l'on mange, le consommateur sera un petit peu mieux averti sur l'origine des viandes que l'on consomme. C'est quand même, il en a fallu des années pour arriver à cet élément d'information, mais voilà, c'est une décision que je voulais saluer. Et donc, à partir du 1er mars, on saura un peu mieux d'où on mange lorsqu'on mange une bonne viande. Et il faut manger de bonne viande, pas trop, mais quand même. Mais c'est quoi une bonne viande? Parce que la viande espagnole, par exemple, elle est très bonne. Parfois même meilleure que la viande française. Absolument, mais moi j'ai pas dit qu'il faut manger des viandes françaises. J'ai dit qu'il faut en connaître l'origine. Mais si je vous dis qu'elle vient d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne ou du Portugal, ou d'Argentine, les meilleures viandes du monde elles sont argentines. Qu'est-ce que ça vous donne comme indication très exactement de savoir d'où elle vient? C'est vrai, mais en même temps, ça permet de savoir d'où viennent et certains de nos consommateurs veulent peut-être avoir des consommations de produits de proximité. Et je pense d'accord, mais après l'origine ne garantit pas forcément. C'est pas parce qu'elle est française qu'elle est bonne. C'est un élément parmi d'autres. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio. Alors, petite information pour Lucas Véran. Ça n'a pas vraiment fonctionné hier. Hier, la place aux jeunes sur LCI, 126 000 téléspectateurs. Moyenne d'âge 63 ans. Et 0,3% sur les 15-34 ans. Donc je ne me renierai pas en fonction des audiences, cher Valérie. Non, mais je vous le dis, et c'est la question qu'on posait d'ailleurs ce matin dans l'émission de débat, dans l'émission Média. C'est est-ce que les politiques ont raison d'aller chez Cyril Hanouna? Est-ce que France Inter a raison de proposer des pastilles un petit peu différentes pour intéresser différemment? Je sais pas, vous qui alors, Michel Emmanuel Macron, qui a été très loin sur TikTok, avec Carlito, etc. Effectivement, je pense que non seulement il dévoile un peu la fonction présidentielle par les certaines formes qu'il utilise, et ensuite, je pense que les jeunes, d'abord, s'en foutent de la politique trop souvent, et ensuite, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a une instrumentalisation. Donc, effectivement, ce qui est vraiment regrettable, c'est surtout mais c'est comme ça, c'est que sur LCI, c'est surtout les jeunes qui n'ont pas regardé, qui étaient absents de l'émission, et dont la moyenne d'âge qui est très élevée. Donc vraiment, je pense que la qualité de jeunes, enfin moi j'ai toujours pensé ça, mais la qualité de jeunes n'est pas c'est évidemment qu'il faut s'occuper des jeunes, il faut les aider à entrer dans la vie active, il faut faciliter leurs études, il faut leur offrir des bonnes conditions, évidemment d'alimentation, de scolarisation, etc. Mais en soi, ça n'est pas un enjeu. Ils veulent pas être pris en tant que jeunes. Je crois fondamentalement, quand on s'adresse à eux en tant que jeunes, ils n'apprécient pas et ils savent très bien qu'on essaye de les acheter politiquement et que ça ne marchera pas. Puis ça, je suis assez d'accord avec ce que dit Michel, c'est que les jeunes n'aiment pas, entre guillemets, qu'on s'exprime à eux comme si c'était des citoyens de seconde zone ou comme si c'était des citoyens à part. Les jeunes, ils font partie de la communauté nationale et ils partagent les priorités de nos concitoyens. Alors, j'aimerais juste sur les audiences d'LCI, effectivement, le message, moi, que je trouve intéressant, c'est que une chaîne qui objectivement est peu regardée par les jeunes, donne la parole aux jeunes et permet à cette parole d'être entendue par des plus âgés qu'eux. C'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que c'est pas dramatique en soi. C'est que
Alors, laissez-le terminer. Oui, terminez, Lucas. Oui, non, en revanche, effectivement, là où je rejoins un peu Michel, c'est qu'il y a une vraie difficulté pour les candidats traditionnels ou pas de s'insérer dans ce nouvel champ d'expression que sont les réseaux sociaux, et a fortiori, même pas les réseaux sociaux d'anciennes générations que sont Facebook ou Twitter, mais de nouvelles générations que sont TikTok. Marine Le Pen est assez talentueuse. Zemmour, une des conditions du succès et de l'émergence de Zemmour, c'est la force de celui-ci sur les réseaux sociaux. Regardez la scénarisation, regardez la qualité de sa production iconographique sur les réseaux sociaux, c'est absolument majeur. Et pareillement, Macron a très vite, par McFly et Carlito, mais par l'appropriation du réseau TikTok, pris le pouls effectivement de cette génération-là. Et à mon avis, il y a une vraie corrélation à dresser avec ce que vous évoquiez en début d'émission, c'est-à-dire le fait que les jeunes ne votent pas Pécresse, ne votent pas Hidalgo. Moi, ce que je regrette, mais parce que ces partis-là ont pour l'instant pas assez, à mon sens, pris le pouls de cette nouvelle arène démocratique que sont les réseaux sociaux de nouvelle génération. Mais en quoi Marine Le Pen a plus réussi alors? Vous regardez Là où je rejoins pas, je vous coupe Lucas. Là où je rejoins pas totalement Michel, c'est que moi j'ai le sentiment quand même que les jeunes s'intéressent à la politique, ils s'intéressent à des causes. On voit dans les mouvements MeToo, la préservation de la planète, mais ils ne s'intéressent pas à la politique telle qu'elle est présentée et telle qu'elle se donne à connaître. Et donc effectivement, la difficulté pour les partis politiques, c'est comment s'adresser à eux. Moi je pense que c'est pas forcément en envoyant des jeunes, c'est plutôt en parlant de leurs préoccupations. Par exemple, de la souffrance des étudiants dans les universités depuis maintenant 2 ans avec le Covid, de la difficulté à se loger, de la difficulté à se nourrir parfois. C'est ça qui intéresse les jeunes. Le reste, vidéo, pas vidéo, je suis pas sûr que tel ou tel candidat soit plus à même. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur ce que vous dites un instant, Baptiste. En fait, je pense que oui, il y a une partie des propositions qui sont destinées à la jeunesse et il y a un certain nombre de mesures, notamment pour faciliter l'entrée, l'accès au premier emploi, la tenue des bonnes études, notamment on a un certain nombre de propositions, peut-être qu'on sera amené à revenir dessus à l'occasion. Mais je pense qu'il faut aussi partir d'un truc assez simple, c'est que les jeunes, comme le disait très bien Michel d'ailleurs dans son intervention, aspirent parfois à des choses qui sont quand même beaucoup plus simples et qui sont d'ailleurs même très générales pour tout le monde, comme par exemple le fait de vivre en sécurité, de pouvoir travailler sans s'inquiéter pour la fin du mois, le fait de pouvoir se déplacer et d'avoir un prix à la pompe qui soit à peu près raisonnable et qui plombe pas le pouvoir d'achat, le fait de pouvoir payer la facture d'électricité et de pas se demander comment ça va être en décembre quand il va faire un peu plus froid. Bref, il y a des choses qui parfois, en fait, ce qui s'applique aussi bien pour les jeunes, s'applique aussi pour l'ensemble de la population. Après, je pense que oui, les outils, et c'est là où je suis assez d'accord aussi, c'est que les outils de communication, de fait, quand on est dans une société qui fonctionne de plus en plus quand même avec un certain nombre où chaque individu essaye de trouver quelque chose qui va le combler, lui, qui va répondre à son besoin, à sa demande directe et immédiate, et bien du coup, cette société en fait très individualisée fait qu'on la retrouve aussi dans les techniques de communication et de diffusion des idées politiques. Et c'est pour ça qu'il faut toujours adapter son message à un certain nombre de réseaux sociaux. Si vous voulez parler aux jeunes, de fait, vous aurez moins de chances de leur parler en allant sur LCI qu'en allant sur Instagram ou sur TikTok. Après, tant qu'on parle de politique et que le débat peut exister, peu importe où c'est le cas, ça reste évidemment une très bonne chose. Ouais. Et Valérie, pour le coup, si je peux apporter un élément d'analyse, par exemple, sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, par rapport à l'ensemble des spectres des candidats, a pour l'instant pas vraiment de programme très avancé sur les jeunes. Le seul mesure pour lutter contre la précarité étudiante, c'est retirer les frais notariales pour l'acquisition d'un appartement, ce qui montre un peu le décalage sur le sujet. Et bien pourtant, il est relayé massivement sur les réseaux sociaux, ce qui montre que là aussi... Ouais, pas tout à fait. Beaucoup sur Twitter, mais pas sur les autres réseaux. Sur Facebook, il est très faible. Bon, après, oui, c'est un vieux réseau. Et pareil, sur Instagram et TikTok, il a pas pour le coup le succès, parce que je pense qu'il a pas la même notoriété, par exemple, qu'une Marine Le Pen, qui est une véritable rockstar de la vie politique française pour le coup, et qui, dès qu'elle est arrivée sur TikTok, boum, sa première vidéo, elle fait 5 millions de vues. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu du côté du candidat d'Éric Zemmour. Ouais. Non mais bon. Lucas, oui, ça me. Oui, non mais je suis d'accord. C'est vrai que c'est intéressant parce que la typologie des réseaux sociaux, parce que souvent dans l'analyse qu'ont les médias, les réseaux sociaux c'est un tout. En fait, ce qui est très intéressant avec ce que dit Gaëtan et ce que disaient Michel et Baptiste, c'est que aujourd'hui vous avez 40 millions d'utilisateurs sur Facebook. C'est un peu le TF1 si vous voulez. C'est le média grande masse, un peu le grand scénario mondial. Vous avez Twitter qui est un peu chaîne d'infos en continu avec un public très spécifique
médiatique, très connecté, très politique, très journalistique, très culturel. Et puis vous avez un peu des instruments où il y a des audiences spécifiques qui se créent et où pour le coup s'insèrent les jeunes, que sont TikTok, que sont Snapchat, qu'on n'a pas évoqué, que sont Instagram. Et c'est compliqué parfois de s'y retrouver pour un candidat. Et c'est pour ça qu'il faut pas que les candidats perdent leur temps, eux, à essayer de comprendre. Moi, c'est un peu ma peur. C'est quand j'avais entendu, et ça pour le coup, ça lie les deux candidates qui sont représentées sur ce plateau, c'est-à-dire Anne Hidalgo et Marine Le Pen. Elle avait dit, moi, une des premières choses que je fais le matin, c'est m'informer par Twitter. Je pense que, au contraire, les candidats, ils ont besoin de souffle, de lire des documents de fond. En revanche, leurs équipes, leurs entourages doivent être ultra experts des nouveaux moyens de communication s'ils veulent croître leur audience. En tout cas, les jeunes n'ont pas été au rendez-vous devant cette émission hier soir sur LCI et c'est bien dommage. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous, avec Lucas Véran, Gaëtan Dussaucet, Baptiste Ménard et Michel Taube. Hier soir, Martin Hirsch était l'invité de l'émission de France 5 C'est à vous. Le directeur général de l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris, s'est interrogé sur la possibilité de continuer à soigner gratuitement ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, qui ne sont pas vaccinés. Écoutez ce qu'il disait. Et c'est effectivement, je pense, un domaine dans lequel le capitalisme le plus dur, c'est trouver un Eldorado. Et on ne peut pas dire que les personnes âgées soient faites pour nourrir les Eldorado. Et comble évidemment un besoin. Ce que disent les groupes privés, c'est que si ils n'étaient pas là, il manquerait 130 000 places en maison de retraite parce que on n'en a pas construit assez sur fonds publics. Oui, absolument, mais ça ne justifie pas d'aller chercher des rendements de capitaux sur le dos des personnes âgées. C'était pas le bon son, mais c'est pas grave. Les EHPAD sont intéressants. Voilà, les EHPAD sont intéressants aussi, mais c'est pas du tout ce dont on va parler. Mais en tout cas, il dit quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé, qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile et qu'on y renonce, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences, ou est-ce qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences, alors qu'il y en aura pour les autres patients. Ce que je voulais qu'on entende, c'est plutôt ce que Gilles nous avait passé, c'était à propos d'un homme, un greffé du cœur. Bon, alors non, bon, ça va pas, on peut pas le passer. Aux États-Unis, qu'on a décidé de ne pas greffer parce qu'il n'était pas vacciné et qu'on estimait qu'il avait moins de chances de survivre. Écoutez. Cette affaire qui divise aux États-Unis à l'image de la question de la vaccination, elle concerne donc un homme de 31 ans qui est atteint d'une maladie cardiaque héréditaire et qui a besoin d'une greffe du cœur, mais il n'est pas vacciné. Et l'hôpital de Boston, dans lequel il est soigné, a annoncé l'avoir retiré de la liste d'attente pour une transplantation parce que le vaccin anti-Covid est l'un des vaccins obligatoires pour les candidats à une greffe dans cet hôpital, comme c'est le cas dans la plupart des centres de transplantation aux États-Unis. Alors le papa du patient a dénoncé dans les médias américains un traitement injuste, inhumain, mais l'hôpital précise que 100 000 personnes sont sur une liste d'attente pour une greffe d'organes aux États-Unis, que les organes sont très rares et qu'il faut donc choisir. Ouais. Donc bon, c'est un exemple, mais on peut être étonné quand même que le président de la PHP puisse avoir des propos comme cela, non, Michel Taube? Ah oui, non, mais c'est comment dire. D'abord, vraiment, alors, il n'est pas médecin. Bien entendu, il n'est que directeur de la PHP. Mais je pense vraiment que ce n'est pas son rôle de tenir ce genre de commentaires. Non. Son rôle, c'est de diriger la PHP, d'améliorer les services, d'améliorer les transmissions, de donner des moyens aux équipes de mieux travailler, de mieux fonctionner. Il n'a pas à entrer, je pense, dans un débat qui est politique. D'abord, ça, je pense que, honnêtement, moi, je suis choqué quand un directeur d'hôpital, que ce soit le plus grand groupement hospitalier de France ou le directeur d'une clinique, prend des positions dans le débat public alors qu'il est invité en tant que directeur de la PHP. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Je suis absolument d'accord. Après, je pense que je pense, oui, mais le problème c'est que lui et beaucoup d'autres vont au-delà ils abusent de leur pouvoir pour pouvoir opiner du chef sur des sujets super importants. Bon, le deuxième point, c'est que dans ce que dit Martin, bien sûr, moi je suis pour la vaccination obligatoire. J'ai connu dans les proches des personnes qui sont décédées du Covid. Tout ça, évidemment, c'est très grave. Mais si demain, on décide de subordonner l'accès à un soin
à une condition soit de vaccination, soit même de paiement, en disant on va vous faire payer, on passe à autre chose. Je pense que nos concitoyens doivent se rendre compte qu'on est un des rares pays au monde, et je pense que c'est une des plus grandes forces de notre pays, où la santé est gratuite. Mais dans ce cas-là, ils ont qu'à rendre je sais pas, la vaccination obligatoire. À partir du moment où elle n'est pas obligatoire. Mais peut-être, Valérie, pour rebondir. Il y a deux choses. Il y a déjà, sur la part des non-vaccinés, il y a une frange irréductible de personnes qui sont opposées à tout discours rationnel scientifique et qui manifestement est très dur à convaincre. Mais il y a aussi des gens qui veulent se faire vacciner ou qui du moins sont hésitants et qui ne sont pas vaccinés à date par difficulté, manque d'accès, particulièrement en zone rurale, etc. Ça n'a pas de sens de ne pas de leur retirer finalement la possibilité de se faire soigner gratuitement. Premier élément. Deuxième élément, à mon sens, c'est ouvrir une boîte de Pandore très compliqué, parce que si demain l'on considère que si l'on ne se fait pas vacciner et qu'on n'utilise pas, pour reprendre les termes de Martin Rich, les outils de prévention disponibles pour prévenir l'occurrence d'une maladie, mais très bien, demain, alors allons au bout de la logique, faisons payer à une personne qui a un cancer du poumon son opération parce qu'elle n'aura pas arrêté de fumer. Mais objectivement, vous pouvez décliner ce mode de raisonnement en pour beaucoup de pathologies, parce que carence d'activité physique, parce que consommation de produits qui sont là, pour le coup, il y a une unanimité sur la difficulté que représente la cigarette. Or, il y a quand même 29,5% de personnes en France qui fument. Enfin, c'est ouvrir une boîte de Pandore, à mon avis, qui est, comme le disait Michel, non, je veux pas prendre de termes excessifs, mais qui est, à mon avis, est complètement en décalage avec la réalité opérationnelle, qui est comment on vaccine le plus de monde et comment on crée un élan pour les doses qui seront nécessaires. Oui, Baptiste Ménard. Déjà, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête avec les propos qui ont vocation à fragiliser encore davantage la solidarité nationale. Sur la question de la vaccination, on est toujours dans le même jeu de dupes. Le gouvernement veut maintenir un en même temps. La réalité, c'est que soit on est sur le principe qui s'applique aujourd'hui, donc les non-vaccinés ont le droit de ne pas être vaccinés, et donc il n'y a aucune raison qu'on leur fasse payer le fait de ne pas être vaccinés, d'autant que je rappelle que tout le monde paye l'impôt pour avoir accès à un service public accessible à tous. Soit on va, c'est ce que proposait le Parti Socialiste, à la vaccination obligatoire, et auquel cas, du coup, il y a un autre sujet. Mais regardez ce qui passe en Outre-mer. Cet entre-deux-là ne fonctionne pas. Et moi, c'est vrai que j'en ai un peu marre, que moi je suis pour la vaccination, je suis vacciné, j'ai mes 3 doses, mais j'en ai un peu marre qu'on fasse peser sur les non-vaccinés un choix, encore une fois, auquel ils ont droit à l'heure actuelle. Baptiste, est-ce que je peux juste réagir et mettre un peu en contradiction? Je suis désolé pour Gaëtan, mais j'entends cette proposition de la vaccination obligatoire. Moi, au départ, conceptuellement, j'y étais favorable, mais il faut quand même se rendre compte dans la mise en œuvre pratique, regarder la situation en Outre-mer avec des taux de vaccination qui sont très faibles, ça serait une hérésie. Enfin, là, il y a des vies qui sont limite en danger à cause de la fracturation que représente ça. Par ailleurs, les vies sont en danger. Non, les vies sont en danger. Alors, aux Antilles, là, vous inversez, Lucas. Les vies sont en danger aux Antilles parce que tellement de concitoyens entiers ont refusé de se vacciner alors que tous les médecins les ont invités à le faire, que ils se mettent en danger et ils mettent en danger avec des taux de mortalité plus importants. Naturellement, mais néanmoins, je dis que dans un certain nombre de poches de la population, il y a une fracturation qui est telle qu'à mon avis, le fait de rendre obligatoire quelque chose qui l'est déjà sous forme déguisée, et objectivement, moi je salue la mise en œuvre du pass vaccinal, mais ça n'a pas de sens. Ça créerait, si vous voulez, on a déjà des tensions qui sont sous-jacentes. Là, je pense que dans la mise en œuvre pratique, c'est très risqué. Voilà, je voulais juste revenir parce que je trouve ça facile de la part de ceux qui se disent il faut rendre la vaccination obligatoire. Très bien, mais dans la mise en œuvre pratique, est-ce qu'on peut vacciner tout le monde là maintenant? Parce que comme je le disais, il y a encore des personnes qui peuvent pas se faire vacciner par difficulté d'accès, et ça c'est pas normal. Gaëtan. Alors, pour le coup, à titre personnel et au nom du parti de la candidate de Marine Le Pen, je suis évidemment très opposé aussi bien à la vaccination obligatoire qu'à la vaccination obligatoire déguisée qu'est le pass vaccinal, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait ça n'a absolument aucune utilité sur ce qu'on appelle l'immunité collective. Il y a une immunité individuelle, d'accord, mais comme son nom l'indique, c'est une immunité individuelle, ça doit donc être motivé simplement par des motivations personnelles, et ça doit être l'esprit
d'une certaine liberté. Maintenant, sur ce qu'on entend et sur ce dont on parlait, qui était quand même le cœur de sujet, sur le fait de savoir s'il fallait faire payer ou pas les non-vaccinés pour les frais d'hospitalisation. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hystérie, il faut arrêter vraiment d'extrémiser ainsi les débats. On est en train de rentrer dans une quasi-folie, hein, comme on le disait, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui est très grave. Alors bon, que le directeur de la PHP se prononce là-dessus, déjà oui, je trouve ça un peu indélicat de sa part, mais bon, limite, je me dis, le directeur de la PHP, c'est pas lui qui vote les lois. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est quand des politiques tiennent ce genre de position. Et c'était notamment la position... Il a été ministre. Non, mais bien sûr, mais il y a des responsables politiques, autres que Martin Hirsch, qui, eux, ont pris et se sont déjà engagés là-dessus. Je pense par exemple au député LR, Sébastien Huyghe, qui a voulu faire passer en commission un projet de mise en place de franchise à la charge des personnes non vaccinées en cas d'hospitalisation. Je pense à la déclaration de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et allié de Valérie Pécresse, je l'ai ramené avec moi exprès, qui disait « Celui qui n'est pas vacciné contre le Covid, qui est hospitalisé en réanimation, c'est quand même tout le monde qui paye, il faudra se poser la question, est-ce qu'on doit payer la réanimation à quelqu'un qui a refusé de se protéger ?» Ce genre de position, désolé, mais ça va complètement à l'encontre de ce qui fait la France, ça va à l'encontre de notre système de santé, et je préférais entendre beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'engagement et de détermination dans le soutien qu'il faut apporter aux soignants à l'hôpital public, que tous ces responsables politiques, justement, ont saccagé sous prétexte qu'il fallait le rendre rentable, sous prétexte qu'il fallait faire des économies sur le dos de notre système de santé. On a un auditeur qui dit que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont qu'à assumer les conséquences de leur décision. Pardon Michel, et puis on a un appel après. Oui. Vous dites quoi à un malade, effectivement, qui a besoin d'une greffe très très rapide et qui est vraiment entre la vie et la mort, et à qui on dit « Ah, je suis désolé, dans le service, il n'y a plus de place parce qu'il n'y a que des non-vaccinés qui ont une forme grave du Covid. » Non mais ça, monsieur, c'est pas la faute des non-vaccinés, ça, monsieur. Ça, c'est la faute de toutes les décisions, décisions gouvernementales qui ont été prises, qui font que justement, on n'a plus suffisamment de lits, on n'a plus suffisamment de moyens pour prendre en charge tout le monde. Non, je suis désolé, on ne peut pas jouer ainsi sur l'accord des motifs. Vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas. Vous répondez par des généralités à une question. Non, je suis désolé. Vous voulez une solution concrète et rapide, monsieur Taube ? Oui, vous faites quoi de... Vous allez nous sortir la création de 1200 lits, c'est ça ? Vous allez nous sortir la création de 1200 lits. Je peux avancer mon argument ou il faut que j'attende la fin des critiques ? Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez des solutions rapides, ce que l'on peut faire, c'est faire appel à des réserves sanitaires. On peut faire appel à la mise en place de lits d'urgence, comme cela s'est fait lors du premier confinement. Mais tout ça ne doit pas faire l'économie des critiques que nous devons et du bilan que l'on doit faire sur les politiques de santé publique dans notre pays. Parce que je suis désolé, mais c'est trop facile. C'est trop facile de dire qu'aujourd'hui, on manque de soignants parce que les soignants ne veulent plus y aller. C'est trop facile de dire qu'on manque de lits alors qu'on a encore supprimé. Désolé, monsieur. C'est pas la question des lits non plus. Mais bien sûr que c'est une question de moyens, c'est une question de mise à disposition de services que l'on doit quand même à nos citoyens. C'est la moindre des choses. Il ne faut pas retourner le débat comme ça. Stop, pas tous en même temps. Oui. Michel, rapidement. Marine Le Pen, comme Éric Zemmour et quelques autres, sont des vaccinosceptiques et qui ont largement contribué, parlez pas à leur place parce que vous racontez n'importe quoi. Qui ont largement contribué à ce que cette frange des non-vaccinés qui étaient effectivement hésitantes et qui se sont fait matraquer. Enfin, il y en a d'autres, Philippot, qui s'est racheté une jeunesse sur le dos du Covid. Oui, mais le problème c'est ça, c'est que vous, il faut avoir. C'est comme Christiane Taubira. Christiane Taubira, elle dit aujourd'hui qu'elle pour la vaccination obligatoire, mais il y a 6 mois, lorsque ça flambait en Guyane, elle a refusé de prendre position. C'est inadmissible, c'est irresponsable politiquement. Mais là, on sort de notre sujet. On va marquer une pause et on continue ce débat et on aura un appel avec nous dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous et le débat autour des déclarations de Martin Hirsch, directeur général de la PHP, autour de la possibilité de continuer à soigner gratuitement les non-vaccinés ou non, c'est-à-dire de les faire payer à partir du moment où ils ont fait ce choix. On a un auditeur en ligne avec nous. Bonjour, vous êtes Damien. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Vous vouliez réagir Vous êtes médecin, c'est ça ? Oui, je suis médecin, je suis médecin, je suis réanimateur dans le Grand Est. Donc, autant dire que j'ai vu quelques Covid quand même depuis 2 ans. Ouais. Alors, j'ai vu la première vague, j'ai vu la vague de ceux qui ne croyaient pas qu'il y aurait une autre vague. Et puis là, j'ai la vague de ceux qui ne veulent pas se vacciner. Pour autant, je suis quand même dépité de lire ça de Martin Hirsch, d'entendre ça de Martin Hirsch. Ça n'a pas grand sens.
En fait, les non-vaccinés, j'en ai tous les jours. Hein. Moi, j'ai entre 75, 80 et 90% de non-vaccinés dans mes lits, dans les malades Covid. Et il y a plusieurs catégories. Il y a les vrais anti-vax, mais il y en a très très peu finalement. Mais quel est le profil justement de ceux qui ne sont pas vaccinés? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vaccinés? Il y a de vrais anti-vax, hein, des vrais qui refusent tout, qui sont même insultants pour nous, mais ils sont très très rares ceux-là. Et il y a pas mal de personnes étrangères avec une vraie barrière de la langue que finalement l'État n'a pas su aller chercher. Hein, donc je vois pas bien pourquoi on les ferait payer. Et puis il y a les pauvres gens qui se sont laissés prendre par les désinformateurs. Donc je crois que Martin Hirsch a quelques désinformateurs dans son hôpital. Je préfère qu'il s'énerve contre ces désinformateurs plutôt que de proposer des choses comme ça. Il sait s'énerver, Martin Hirsch, on a vu avec la radio de la blessée du Bataclan. Là, il sait être dur quand il faut, mais ce serait bien d'être dur pour les choses qui servent et de se battre contre les Kirzek ou les pères remords qui distillent de la désinformation et qui sont à l'origine de cette vague de non-vaccinés. Mais c'est un non-sens pour un médecin d'entendre on va faire payer des gens qui n'ont pas été vaccinés. Moi, je suis pas pour, mais après, je m'occupe pas des finances. Moi, ils prennent les décisions qu'ils veulent. Non, mais moralement, enfin, déontologiquement, de faire une sélection, de dire des médecins des patients qui n'auraient pas été soignés, qui n'auraient pas été vaccinés, doivent payer. Ils doivent pas payer parce que c'est pas le but, et puis parce qu'encore une fois, la plupart sont victimes plus qu'autre chose de cette affaire. Ouais. Alors, des réactions, merci de nous avoir appelés, oui. C'est très intéressant parce que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut pas rentrer dans ce piège-là et puis même sur la vaccination obligatoire. Je pense qu'en dépit de tout ce qu'on nous dit, il reste encore beaucoup de non-vaccinés qui le sont par difficulté d'accès. C'est vrai que la barrière de la langue, c'est un bon exemple, mais même la barrière géographique, parfois il faut faire des dizaines de kilomètres avant de pouvoir gagner un centre de vaccination quand il y a des doses. Je pense que ça représente une part non négligeable des gens qui sont encore non vaccinés et qui stériser le débat entre la grande majorité qui serait raisonnable et qui sont vaccinés et puis faire passer pour la minorité de non vaccinés pour une frange ultra radicale, ce n'est pas encore la bonne approche parce que, et ça ne la sera jamais d'ailleurs, hein, mais parce qu'il y a encore des gens à aller chercher et qu'on peut convaincre. Aller vers, c'était la stratégie du gouvernement. Il faut vraiment mettre tout en application pour que ce mot-là ne soit pas un vain mot. Il faut aller vers. Oui, si vous permettez un petit commentaire, je suis entièrement d'accord. Il y a, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite par Santé publique France, justement sur un peu le profil des non-vaccinés aujourd'hui. Et en fait, il était assez effarant de se rendre compte que la deuxième catégorie d'âge la plus surreprésentée parmi les non-vaccinés sont les plus de 80 ans. C'est-à-dire, en fait, ceux qui, en réalité, en auraient le plus besoin de la vaccination. Ce qui montre bien qu'en fait, dans les méthodes qui ont été celles du gouvernement pour gérer cette crise sanitaire, eh bien, on n'a pas du tout mis en place, on va dire, une espèce d'approche individualisée, ciblée, localisée justement auprès de ces personnes-là. Il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait, que ce soit par le biais de coups de fil, qu'en démarchant des professionnels directement à domicile, en mettant en place, je sais que nous on a participé notamment à un financement de mise en place de vaccinodromes mobiles au sein du Conseil régional d'Île-de-France. Donc il y a un certain nombre de choses en fait que l'on peut faire et que le gouvernement n'a pas voulu faire. Et la deuxième remarque que je voulais faire par rapport à la précédente intervention et qui était très juste, c'est en effet l'hystérisation du débat autour de la crise sanitaire. Désolé, je reviens un peu à de la politique, mais c'est aussi mon rôle, je suis un responsable politique. Il faut savoir à qui ça profite, à qui profite le crime. C'est évidemment Emmanuel Macron qui est très content que l'on ne parle pas de la campagne présidentielle, que l'on ne parle pas de son bilan sur un tas d'autres sujets, alors que finalement, quand on regarde les derniers chiffres qui ont été donnés, on a eu certes quasiment plus de 12 millions de contaminations avec le variant Omicron, mais ce même variant a été responsable seulement de 200 hospitalisations. Donc à un moment donné, on voit qu'il y a une espèce d'hystérie qui a été faite justement pour éviter des débats politiques, éviter l'entrée en campagne présidentielle d'un président de la République qui préfère se draper des habits blancs, des chevaliers blancs. C'est une pandémie, ça existe partout, partout dans le monde. Et ce que disait aussi ce médecin que personne n'évoque, c'est la désinformation
d'information qu'il y a eu. Alors, selon qu'on est pour ou contre, selon qu'on est convaincu par la vaccination, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'ai une amie qui est morte hier, journaliste, qui est morte après 15 jours de coma parce qu'elle refusait la vaccination, parce qu'elle pensait qu'avec des vitamines, elle pouvait résister aux variants. Je suis entièrement d'accord avec vous, Valérie, et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplifier le débat. C'est pour ça qu'il faut pas simplifier. Attendez, je voudrais juste terminer. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplifier le débat. C'est pas un débat pour ou contre la vaccination, c'est un débat pour ou contre l'obligation vaccinale en réalité. Le cœur du sujet et la différence que l'on a, nous, elle est là-dessus. Mais j'ai pas envie de me lancer dans une compétition de l'émotion ou quoi que ce soit, parce que dans ce cas-là, on peut parler des plus de 40% de tentatives de suicide chez les plus jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne ne s'est pas fait vacciner parce qu'elle a écouté un certain nombre de choses qu'elle était. Et là où l'État aurait dû avoir une approche beaucoup plus individuelle pour essayer de convaincre, on y arrive beaucoup mieux par la conviction et le fait de convaincre que par la contraction et la contradiction. Il faut être plus précis. Elle a écouté qui ? Depuis des mois, depuis l'été dernier, depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous insinuez là, il y a une politisation. Qu'est-ce que vous insinuez là? Attendez, laissez-le terminer. Il y a une politisation par Philippot et les autres. Rappelez-vous les manifestations. La liberté, c'est de ne pas se faire vacciner. Le fait de prendre des mesures de santé publique qui sont forcément des mesures collectives quand il s'agit d'une épidémie. On a inversé le rapport en mettant en avant l'étendard de la liberté, alors qu'il s'agissait de protéger les personnes. La liberté de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Beaucoup de personnes se sont fait piéger. Effectivement, c'est pas Macron a beaucoup de tort, mais s'il n'a pas de tort d'avoir parlé de la vaccination. Non, il a eu raison de le faire. Et heureusement qu'il a sorti le pass vaccinal, parce que les Français étaient très en retard sur la vaccination et ça a inversé le rapport. Et le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Parce que justement, les anti-vax étaient en train de prendre le dessus en termes de discours politique et public. Et encore une fois, sur le mot d'ordre de la liberté qui n'était pas du tout la question. La question, c'était de protéger nos concitoyens. Pour essayer d'être clair, l'idée n'est pas du tout de dire, et Gaëtan, rassurez-vous, pour moi, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour d'ailleurs, n'ont vraiment eu un discours anti-vax. Néanmoins, quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, quand vous écoutez Florian Philippot, quand vous écoutez Nicolas Dupont-Aignan, il y a eu des gens qui, sur la question du produit, du vaccin, ont eu des discours qui étaient ça va nous faire changer d'ADN, et puis moi je m'injecte pas ça, j'ai pas envie d'avoir l'ADN changé. Il y a des discours qui nourrissaient de l'intox pur et dur. Alors là où je reproche, à mon avis, à Éric Zemmour et à Marine Le Pen, c'est que conscient qu'il y a une partie de leur électorat qui peuvent être sensibles au discours anti-vax. Oui, ils ne veulent pas brusquer cet électorat-là, et je vous le dis sincèrement, sans esprit polémique de ma part, je trouve qu'il a manqué un peu de courage et qu'il y aurait une vraie fierté et une vraie crédibilité de la part de Marine Le Pen d'être un peu plus volontariste, non pas sur la question du pass vaccinal ou du pass sanitaire, mais sur l'appel ferme à la vaccination. Elle a cessé de le faire. Alors, il faut remettre l'église au milieu du village. Je suis désolé, mais la boussole, ça aurait dû être la réalité pour la vaccination. Faut arrêter. La boussole, ça aurait dû être la boussole, ça aurait dû être la réalité scientifique. Et ce que vous venez de nous raconter montre bien cela, quoi. Il y avait un vrai enjeu de communication et d'information. Et en cela, Michel a raison. Il y a des responsables politiques qui ont été des irresponsables. On sait bien que c'est la vaccination qui protège au maximum. Après, moi, je pense qu'il y aurait mieux valu un discours politique de clarté qui consistait à prôner la vaccination obligatoire, et ce qui aurait sans doute permis d'éviter bien des catastrophes, parce que franchement, quand on regrette comme ça des décès de personnes qui étaient convaincues qu'ils pourraient s'en sortir avec des traitements placebo ou avec des vitamines, voilà le résultat. Le résultat. Donc encore une fois, c'est la réalité scientifique qui doit nous guider. Certains me reprochent de ne pas avoir de trémolo dans la voix en évoquant cet ami. Voilà, c'est voilà où on en est. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est assez épuisant tout ça. Ces remarques sont absolument lamentables, et abjectes. Voilà. Merci à tous. Très bonne journée sur Sud Radio.